Voilà, merci à vous de me... Faites-moi un petit signe 5 minutes avant. Alors très rapidement, je ne vais pas vous asséner des définitions, on ne va pas tout lire ensemble, mais moi je suis à votre disposition pour de la bibliographie, parce que c'est quand même toujours intéressant. Vous avez vu que la définition de l'éducation thérapeutique selon l'OMS, elle date de 1998, elle est disponible en ligne. Ce qu'on retient un peu plus, c'est les définitions actuelles et un peu plus courtes. L'éducation thérapeutique, c'est l'accompagnement du changement du patient asthmatique et allergique et de son entourage, et la mise en place d'aménagements psychologiques, physiques, environnementaux nécessaires pour gérer sa maladie de manière la plus autonome possible. Dans un souci effectivement d'amélioration de qualité de vie, pour atteindre le bien-être selon l'OMS, et ça je le répète, l'OMS a défini le bien-être comme étant un ensemble de... en définissant le bien-être en général comme bien-être physique, psychologique et social. Donc en fait, globalement, l'éducation thérapeutique, si on veut regarder un petit peu les termes, c'est un processus de promotion de la santé et de la bonne santé. Alors pourquoi proposer effectivement ceci dans l'asthme? Vous savez qu'il y a des foultitudes de programmes d'éducation thérapeutique, mais alors pourquoi l'asthme? Je pense que l'asthme est un excellent modèle d'éducation thérapeutique parce que c'est la première des maladies chroniques de l'enfant, c'est la première cause d'hospitalisation en pédiatrie, c'est la première cause d'absentéisme scolaire, et ça a des répercussions sur la famille tout entière, puisque un tiers des adultes, des parents d'asthmatiques, avouent un absentéisme professionnel en raison de l'asthme de leur enfant, et que dans l'étude R, que je vous remontrerai, qui est déjà ancienne, R c'est une étude par questionnaire européenne, c'est Asthma Insight and Reality in Europe, c'est en fait une étude relativement fondatrice par questionnaire qui va vous donner un petit peu le ressenti de nos patients et non pas nos fantasmes de médecins. Donc 73% des parents selon R, donc plusieurs milliers de questionnaires, reconnaissent que l'asthme de leur enfant a un retentissement important, significatif sur leur vie de famille. Alors comme je suis un peu lent parfois, mais bon, je vais vous donner quelques éléments rapidement comme ça. Alors, ça c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement, mais qui illustre le besoin d'éducation thérapeutique dans l'asthme. C'est toujours extrait de R. R a donné lieu à, je pense, plus d'une centaine de publications, celle-ci est de 2002. Et si on cible 750 enfants qui ont un asthme un petit peu particulier, on peut résumer que 50% des enfants asthmatiques sont mal contrôlés. Et je reviendrai sur ces définitions du contrôle que vous connaissez tous. Donc pour revenir au sujet principal, oui, il y a une place importante de l'éducation thérapeutique de nos patients asthmatiques, enfants comme adultes, parce que c'est certes une maladie que tout le monde comprend, quand on interroge tout le monde connaît, tout le monde comprend, mais ça a une répercussion quand même non négligeable sur la santé et le bien-être au quotidien. Encore un extrait de l'étude R qui confronte l'enfant et l'adulte. Si on prend quelques petits items que vous connaissez, qui sont des items de contrôle de la maladie asthmatique, on voit par exemple, dans le désordre, que 36% des enfants et 28% des adultes, c'est-à-dire près d'un tiers, ont eu recours, ont consulté de façon imprévue aux urgences dans une structure de soins. 31% des enfants et 36% des adultes ont un sommeil perturbé. Et, pour la petite histoire, c'est pour ça qu'on est là tous, 60% des enfants en 1999, bien sûr, et 45% des adultes déclarés asthmatiques sur la définition officielle n'ont jamais eu d'exploration fonctionnelle respiratoire. D'accord? Alors certains me diront, mais aujourd'hui ça a changé, ça va beaucoup mieux. Globalement, on estime que ça ne va pas beaucoup mieux, qu'il faut retenir que 50% de nos patients, enfants ou adultes, ont besoin effectivement d'être pris en charge de manière plus efficace pour améliorer leur santé. Quelques diapositives qui, vous verrez, je suis désolé pour l'ancienneté de ces références, mais c'est très illustratif. Toujours dans R, utilisation des traitements de fond dans l'asthme. Les anti-inflammatoires inhalés sont la pierre angulaire du traitement de fond de l'asthme de l'enfant à l'âge adulte.
Pourtant, selon R, si on prend uniquement l'asthme persistant sévère sur la définition de Gina, on voit que seulement un quart des enfants et un quart des adultes utilisent de manière régulière une corticothérapie inhalée. D'accord ? On pourrait effectivement penser que sur l'asthme persistant léger, 30% d'utilisation des traitements de fond, ça peut être acceptable. Mais si on va dans les asthmes persistants sévères sur la définition de Gina, on a une sous-utilisation de la corticothérapie inhalée. Autre chose, CPLF 1998, on va passer pour des dinosaures bientôt. Question extrêmement importante, là ce sont 91 asthmatiques adultes qui sortent de soins intensifs pour une exacerbation sévère, intubés, ventilés, avec une morbidité qu'on connaît. Ils vont en centre de réhabilitation respiratoire et on leur pose des questions. Première question, les anti-inflammatoires inhalés ont-ils pour but de calmer rapidement la crise? La moitié disent oui. La moitié se trompe. Donc il y a une méconnaissance de la part de nos patients du traitement de fond de l'asthme. On est tous intéressés par la maladie respiratoire, donc on est peut-être un petit peu plus experts dans l'asthme, mais c'est vrai qu'il faut avancer dans cette problématique-là. Là aussi, une enquête chez les enfants de moins de 15 ans, c'est une enquête nationale qui s'appelait Erasme, c'est la différence de perception entre nos patients et les médecins. À droite, camembert de droite, 38% de ces 1410 patients de moins de 15 ans se sentent pas contrôlés dans leur asthme. Mais si on applique les recommandations, là on avait pris les recommandations, si vous voulez, canadiennes, et si on interroge les médecins traitants de ces enfants, en fait, 70% des médecins pensent que l'asthme de leur enfant est non, des enfants qui suivent est non contrôlé. Donc il y a également une sous-évaluation de la gravité de l'asthme par nos patients. Ça c'est pareil, publication anglo-saxonne de 2006, alors que notre volonté c'est que c'est le bien-être au quotidien et la santé selon les définitions OMS, c'est-à-dire pas de limitation d'activité. 47% des enfants asthmatiques avouent ne plus pratiquer le sport et 34% une vie sédentaire selon les définitions. Il y a donc un besoin effectivement, et ce besoin est justifié, donc l'éducation thérapeutique de l'enfant et de sa famille et de l'adulte asthmatique a des bases sérieuses. Alors pour qui? Alors là je vais reprendre les recommandations nationales, mais ce sont les recommandations internationales également. L'ANES a dit en 2002, l'éducation thérapeutique est recommandée dans la prise en charge de tout enfant asthmatique. Moi je vais moduler un petit peu les choses. La méta-analyse, la Cochrane de 2003 disait oui, mais il faut privilégier les groupes à risque. Et les groupes à risque en pédiatrie, mais c'est vrai également pour l'adulte, c'est le niveau socio-économique bas. Chez nous, la cible en pédiatrie, mais on peut en rediscuter, ça va être l'adolescent, parce que l'adolescence, c'est une période à risque. Quand il y a une mortalité par asthme en pédiatrie, elle est le fait de l'adolescent, puisque l'adolescent est par nature, par essence, peu compliant. Mais aussi asthme sévère, asthme difficile à traiter, asthme instable, et enfin, et ça c'est notre quotidien, quand la demande est forte et les questions multiples. Quand on a l'impression effectivement que on a en face de nous des enfants, des adultes, des parents, qui ne sont pas totalement convaincus par notre discours au quotidien. Par qui? L'éducation thérapeutique, c'est l'affaire de tous, médicaux, paramédicaux. Effectivement, il a été écrit dans les textes que les médecins, généralistes, spécialistes, les pharmaciens et les paramédicaux, effectivement, peuvent avoir la compétence pour dispenser un programme d'éducation thérapeutique. Les objectifs, là je vais relativement rapidement, on va d'abord revoir un petit peu les textes officiels. L'objectif selon l'ANES, ça a été publié comme une loi de santé publique en 2004, c'est bien sûr, comme pour toute maladie chronique, c'est réduire la morbidité. Réduire de 20% la fréquence des crises d'asthme nécessitant une hospitalisation d'ici à 2008. Alors j'ai cherché les évaluations, je n'en ai trouvé aucune.
Donc ça, c'est un petit peu aussi le problème de nos programmes nationaux qui se donnent un objectif, si vous voulez, ambitieux, mais qui oublie un petit peu l'évaluation dans les 4 ans. Ça me rappelle l'OMS dans les années 2000 qui devait éradiquer le paludisme dans le monde, par exemple. La deuxième chose, c'est plus proche de nos patients, c'est réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité et des conséquences sur la qualité. Donc là, on est concerné au quotidien. Pour le médecin, quel est l'intérêt du médecin à adhérer ou à s'intéresser à un programme d'éducation thérapeutique? C'est l'observance, c'est l'autogestion par le patient et c'est le contrôle dans le cadre de l'asthme. Juste quelques définitions, parce que entre l'anglo-saxon, l'anglais que l'on lit au quotidien et le français, il y a parfois des petites différences. L'observance, c'est le degré de respect ou d'écart entre les prescriptions et les pratiques en termes de santé. L'adhésion thérapeutique, c'est pas la même chose en anglais, c'est le degré d'acceptation ou de rejet des prescriptions, et c'est la composante un tout petit peu, si vous voulez, de l'attitude de nos interlocuteurs quand on est médecin en consultation. L'autogestion, effectivement, ça, on vise tous à l'autogestion pour nos patients. L'autogestion, c'est la capacité à la fois cognitive, comportementale et sociale du patient à adapter les traitements qu'on va prescrire en fonction de leurs symptômes. Alors je vais vous donner là aussi quelques diapos pour radicaliser un peu le discours. Je ne reviendrai pas sur les critères internationaux GINA, ANES, sur la prise en charge, le traitement de fond de l'asthme. En pédiatrie, je le cite quand même toujours, le GRAP, qui est le groupe de recherche avancée en pneumopédiatrie, s'est prononcé en 2008, pas contre les adultes, mais en mettant des bémols supplémentaires sur les critères de contrôle. Et en pédiatrie, on est peut-être un petit peu plus radical, puisque un enfant asthmatique est dit contrôlé s'il a un contrôle total, c'est-à-dire aucun symptôme diurne, aucune limitation des activités, aucun symptôme au réveil nocturne, aucun recours au bêta-2 d'action courte, une fonction respiratoire normale, y compris les débits distaux, c'est-à-dire le fameux DEM 2575, et aucune exacerbation. Donc vous verrez qu'il y a 2 items que tolèrent les adultes, l'utilisation de bêta-2 et puis des petites crises, ça c'est tolérable selon GINA pour l'adulte. Les objectifs pour le patient, alors ça, qu'est-ce qu'il veut le patient? Il aimerait être guéri avec un comprimé, un seul comprimé pour guérir une maladie asthmatique, c'est ça le rêve un peu fou de nos patients. Mais globalement, il faut leur faire confiance, je crois que c'est... Il faut voir le point de vue du patient, il leur faut des traitements faciles à utiliser, il faut le bien-être, parce que normalement on cherche tous le bien-être, et il faut une qualité de vie au quotidien. Alors les objectifs communs, je vais juste redérouler un tout petit peu, non pas un programme d'éducation thérapeutique, mais quelque chose qui me paraît moi central, c'est l'autonomie du patient. L'autonomie du patient va passer par un savoir-faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est clair que quand vous prescrivez un spray, il faut une éducation pour utiliser ce spray. Champ d'inhalation, c'est pareil. Des bimettes de pointe, pareil. Donc, objectifs communs sur lesquels on peut s'entendre, c'est du savoir-faire. Les pratiques de santé, comme je l'ai dit au départ, c'est avoir une santé respiratoire qui est bien. Pas de tabac, un contrôle, l'observance et les évictions. Je crois qu'on parle chaque année, effectivement, au sein de la SPOI, des facteurs allergiques ou non allergiques qui vont effectivement avoir un impact non négligeable sur la santé respiratoire. Ça, c'est un objectif de santé, de santé en général. Et après, vous avez vu dans la définition de l'éducation thérapeutique, ce qui est primordial, c'est l'adaptation, c'est accepter le changement. D'accord ? C'est gérer le stress et les émotions par rapport à, dans l'asthme, une crise, par rapport à une fatigue anormale, etc., etc. Alors, on va en venir aux dispositions légales sur créer un programme de TP. Alors, je ne veux choquer personne. On fait tous de l'éducation thérapeutique à visée individuelle.
À partir du moment où on fait une ordonnance et on l'explique, on fait de l'ETP. Donc je ne discute pas ça. Il ne s'agit pas aujourd'hui de discuter, si vous voulez, d'ETP individuel, mais plutôt un petit peu de programme un peu général d'éducation thérapeutique. Alors que dit la loi? Il y a des choses surprenantes. Hein. Ça, je ne sais plus à qui je l'ai piqué, je pense à l'équipe marseillaise, mais la loi du 21 juillet 2009 impose une amende de 30 000 € à toute personne ou tout groupe mettant en œuvre un programme d'éducation thérapeutique, quelle que soit la maladie chronique, sans agrément. J'étais un peu surpris, je ne le savais pas. Les directives, qu'est-ce qui nous donne l'accréditation à mener un programme d'ETP, d'éducation thérapeutique, quelle que soit la maladie chronique? Il y a des directives. Pour nous, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, ce sont les agences nationales ou régionales de santé. Donc pour ceux qui sont au courant, ça bouge en permanence. À mon grand regret, ce n'est pas toujours suivi d'évaluation, mais voilà les dernières directives telles que je les connais. Elles sont régulièrement mises à jour. Elles sont de plus en plus rigoureuses avec, et ça j'y adhère, une nécessité de professionnalisation des programmes d'éducation thérapeutique. Nous n'avons pas le temps, nous médecins, de consacrer 50% de notre temps à un programme d'éducation thérapeutique. Donc il y a une professionnalisation. Alors, qu'est-ce qui est dit? Dans la mesure où, en tout cas chez nous, certains programmes vont être financés par l'Agence régionale de santé, dans le cadre d'un réseau ville-hôpital, la formation minimale pour dispenser de l'éducation thérapeutique, c'est un module qui s'appelle le module des 40 heures, c'est la formation minimale. Aux dernières réunions, pour être coordinateur d'un programme d'ETP, c'est 6 mois à temps plein. Alors là, les modalités sont un petit peu particulières. Ça va jusqu'au DU européen d'éducation thérapeutique. Et effectivement, en pédiatrie, il y a à peu près sur le territoire 6 à 7 personnes en pédiatrie qui ont un module complet, c'est-à-dire qui peuvent coordonner un programme d'ETP. Jusqu'à 2016, il fallait, pour un programme d'éducation thérapeutique, il fallait qu'une personne ait le module de 40 heures. Donc c'était extrêmement accessible. À partir normalement de 2017, il faudra que tous les participants, médecins, psychos, diètes, kinés, etc., aient le module de 40 heures et que le coordinateur ait un module avancé de coordination, que je vous dis, c'est grosso modo 6 mois à temps plein. C'est-à-dire ça, il faut le savoir. Alors après, c'est vrai que la VAE, vous savez, c'est à la mode, mais c'est un outil pratique. Si vous pouvez justifier effectivement d'une expérience professionnelle dans le cadre de l'éducation thérapeutique, il y a des organismes chargés de vous certifier pour participer à ces programmes. Ou, le problème c'est ça, vous me disiez avant, effectivement, quand on regarde un tout petit peu au niveau ce qui est validé, il n'y a pas moins de 40 ou 45 programmes d'ETP validés à La Réunion. Moi je n'en connais pas beaucoup, mais bon, j'ai pas non plus une connaissance extrême. Mais le grand choix, ça va être ville, hôpital ou les deux. Vous savez certainement que certains hôpitaux, de manière pilote, ont commencé il y a plus de 10 ans des programmes d'ETP. Moi, j'étais plutôt à Toulouse, donc l'équipe marseillaise de Vervlout, que vous connaissez bien, avait effectivement un gros programme hospitalier d'ETP. Autour de Bordeaux, dans le sud-ouest, les plus dynamiques, c'était le réseau des médecins et des pneumologues libéraux du Péri-Bordelais qui avait une expérience relativement vaste. Donc il faut choisir. Mon sentiment, c'est qu'il faut une participation hospitalière, parce qu'il faut personnaliser les parcours de soins de nos patients, mais il faut un réseau ville-hôpital. Globalement, ça doit être globalement du 5-10% hôpital et du 90% réseau.
Donc l'hôpital est de plus en plus, il y a des sites pilotes effectivement qui ont des unités complètes d'éducation thérapeutique. Ça reste utile, je ne le critique pas, au contraire. Ce que je critique peut-être un petit peu, c'est les financements, parce que vous savez tous qu'à l'hôpital, nous n'avons plus de financement pour les programmes d'éducation thérapeutique. Deuxième point, effectivement, donc les deux, puisque il faut s'intéresser au PPS. Bon, PPS, parcours personnalisé de soins. Le financement, la pérennité, ça c'est le gros souci. Hein. Vous l'avez dit il y a 5 minutes. Pourquoi certains programmes d'éducation s'arrêtent? Parce qu'ils ne sont plus financés. C'est encore une réalité aujourd'hui. Hein. D'accord. L'évaluation. Hier après-midi, j'ai été audité sur un réseau. Un audit externe, c'est la première fois en 10 ans que je suis contacté pour une évaluation externe d'un réseau, financé par l'ARS. On en reparlera. Donc, pour qui un programme de TP? On a vu ça. Qui le fait? Où on le fait? Mais attention à l'évaluation. Dans toute création de programme de TP, dès le départ, même avant de convoquer les premiers patients pour des séances, il faut penser à l'évaluation et aux critères d'évaluation. Il n'y aura des financements que, effectivement, sur les programmes prochains, si l'évaluation est mise au premier plan. Les types de prise en charge, on l'a vu rapidement, l'individuel centré sur le patient, c'est éventuellement des petits outils, des petites méthodes qu'on fait au quotidien, mais globalement, quand on parle de TP, de programme de TP au sens large, c'est de l'éducation thérapeutique de groupe, ateliers, groupes de parole, réunions en thème, etc., etc. Je passe très vite. Les étapes, je ne vais pas revenir sur les fondements de l'éducation thérapeutique, c'est toujours la même chose. Première étape, définir une population cible, réaliser un diagnostic éducatif. Qui veut-on cibler? En pédiatrie, pour moi, il faut cibler l'adolescent en priorité, et ensuite l'asthme sévère, l'asthme instable, celui qui a un recours fréquent aux urgences, etc., etc. Mais vous pourriez me dire non. Moi, la population que je vois, je préfère cibler les 0-3 ans, parce que c'est de l'asthme du nourrisson, on n'y comprend rien, les parents non plus, on a peu de ressources thérapeutiques, on va cibler ça. Je l'accepte. Il faut regarder autour de vous, il faut essayer d'analyser les besoins de la population dont vous vous occupez, etc., etc. Il faut connaître le patient. Donc, population cible, diagnostic éducatif. Là, on s'adresse à nos patients. Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils savent ou qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Ou qu'est-ce qu'ils pensent savoir et qu'ils ne savent finalement pas trop? Deuxième chose, programme personnalisé. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que certains patients auront besoin de peu de choses, d'autres patients auront besoin de choses beaucoup plus complexes. Donc, il faut identifier avec le patient et l'équipe pédagogique multidisciplinaire les compétences les plus utiles à acquérir ou à développer. Il ne faut pas, les patients sont différents, on s'adapte à nos patients. Planifier et mettre en œuvre les séances d'éducation thérapeutique, alors l'ANES c'est bien mignon, durée de 30 à 45 minutes, la plupart des programmes c'est 2 à 3 séances entre 2 heures et 3 heures. Par contre, il y a un truc très intéressant qui est nord-américain, c'est une étude pédiatrique sur les capacités d'attention. Adolescents et adultes, méthodologie nord-américaine rigoureuse, un adulte n'est capable de se concentrer que pendant 20 ou 30 minutes. C'est pour ça que les topos sont généralement limités à 30 minutes, hein, vous le savez tous. Mais alors l'enfant d'âge scolaire, c'est-à-dire à partir de 6 ans, c'est 10-15 minutes. Donc si vous faites un programme de TP sur le mode de nos congrès et tout ça, vous n'allez jamais avoir personne. Et alors le petit enfant, c'est 2 ou 3 minutes. Et donc c'est des connaissances à avoir pour faire vos programmes. Les étapes, évaluation individuelle, faire le point, on n'a pas trop le temps, je vais passer vite. La synthèse, c'est ça. En fait, ce qui est important, c'est la boucle. Hein. Diagnostic éducatif basé sur un référentiel de compétences, et je crois qu'on est bien doté dans l'AS. On a des publications internationales, nationales, on a des publications régionales, on connaît les asthmatiques. On est ici dans l'océan Indien, on a des particularités, on est en milieu tropical humide, on a un accès aux soins pas toujours égalitaire pour nos patients, etc., etc. Diagnostic éducatif, contrat d'éducation, mise en œuvre, évaluation, et après on évalue.
Un patient qui, au terme de 3 séances, n'aura pas effectivement maîtrisé un certain nombre d'outils, ben on le remet dans la boucle. Le suivi est essentiel, l'évaluation est essentielle. Les outils, très rapidement, ça vous les trouverez partout, en fonction de l'âge, des chansons, du théâtre, des jeux de rôle, des sifflets, tout ça, il y a plein de choses. Hein. Il y a des bandes dessinées magnifiques, il y a des trucs, voilà, il faut accrocher les enfants. Oh, moi je pense qu'on peut traiter les adultes asthmatiques comme des enfants. Hein. Hein? Est-ce que l'adulte, est-ce qu'on ne peut pas proposer de bande dessinée à l'adulte? Si. Pour les médecins et les formateurs sur l'asthme de l'enfant, les référentiels, ça c'est indispensable pour moi, c'est l'évolution naturelle de l'asthme de l'enfant entre 0 et 18 ans, 0 et 3 ans c'est particulier, tatati tatata, ça c'est la cohorte de Tucson, elle est archi connue, elle est disponible. Les critères ATS de sévérité, ils sont de 2006, c'est un outil pour nous, c'est un outil pour sélectionner nos patients. Les outils, le PIC-FLO, patati patata, et les questionnaires de contrôle, ça veut dire le fameux PAPE, le PAPE. Ça a été évalué. Un plan d'action personnalisé sur l'asthme, s'il est oral, il n'a aucun impact. S'il est écrit, il est validé. Celui-là, c'est celui de Marseille de Verbout. D'accord? C'est coloré, c'est joli et tout ça, mais c'est pratique. Il y en a d'autres. Ça, c'est l'outil, c'est l'ACT, adulte comme enfant. Ça, c'est, à qui j'ai piqué ça, à Antoine de Childre de Lille, mais on a les mêmes. C'est écrivez vos plans d'action personnalisés. Il faut les écrire, il faut les remettre aux patients. Sinon, ce sont les études qui nous le disent, ça ne fonctionne pas. Les initiatives régionales, et je resterai dans le temps, qu'est-ce qu'on fait à La Réunion? À La Réunion, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de programmes de TP. Il y a des réunions à l'ARS, on n'est pas toujours conviés. Il y a parfois des réunions sans pneumologue. Il y a quand même des réunions ARS sans pneumologue sur des maladies respiratoires. Mais voilà, c'est quand même un peu dommage. Alors je vais vous donner, il y a une école de l'asthme à l'ouest, j'ai déjà entendu, en médecine générale, remarquable, avec un budget colossal, remarquable, vraiment, mais peu de patients touchés et on y a peu accès. Dans le sud, il y a un équivalent. Juste pour terminer, vous parlez du réseau pédiatrique 974, parce que c'est un réseau régional, c'est un réseau qui suit au REPOP à La Réunion, donc je ne fais pas de publicité du tout, mais il faut savoir que ça existe, le site va être bientôt mis à jour. C'est une initiative ARS, ça a commencé par l'obésité, mais ça a été étendu à l'asthme et à l'épilepsie de l'enfant. C'est soutenu par un comité et par des médecins généralistes volontaires des territoires nord, sud, est, ouest. C'est piloté par l'ARS, c'est financé, se sont engagés à financer ça de manière pérenne dans l'île. Les médecins qui y participent sont effectivement des médecins qui vont bénéficier d'une formation, qui vont identifier des parcours personnalisés, qui vont référer quand il y a des facteurs de gravité et qui vont suivre ces enfants selon un certain protocole et une certaine grille. L'évaluation est en cours et je m'arrête là. Je suis dans le temps. Merci, M. Juste, pour nos amis malgaches, vous saviez que nous recevions chaque année une interne de Tananarive en pédiatrie. Cette année, ça a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais nous avons fait un très très beau travail d'évaluation de connaissances des enfants et de parents asthmatiques sur la région nord et est. Je vous le donnerai si vous m'en faites la demande. Mais c'est ça qu'il faut faire. Évaluer nos patients et ensuite mettre en place des programmes. Merci, je retrouve tous les éléments d'éducation thérapeutique que j'avais déjà présentés en 2005 ou 2006 à Maurice sur l'expérience de notre centre, qui s'est arrêté, comme je l'ai dit, par manque de crédit, qui était exactement identique. On était parti, nous, des CER, donc il y a eu un centre à Toulouse dirigé par le professeur Didier, je crois. Et il y avait un CER à Toulouse, un CER à Rouen et un CER à Besançon, que nous avons dissocié entre Besançon et Montbéliard. Mais c'était exactement le même schéma.
avec beaucoup moins de personnel par rapport à l'équipe à Berblood. Il y avait des psychologues, et le coût de l'éducation thérapeutique avancée dans ces moments-là était de 650 € par patient, alors que nous tournions avec nos 2 infirmières éducatrices, plus un médecin public qui était, on va dire, qui supervisait et était bénévole, à 100-125 € par patient éduqué. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voulais juste donner des informations générales. Si vous vous intéressez à l'éducation thérapeutique, nous, on a validé un questionnaire de connaissances en langue française, qui est le seul questionnaire qui existe, qui a été repris maintenant par les Canadiens. Vous le retrouvez dans la revue des maladies respiratoires. Et pour nos collègues qui sont présents ici, on a publié les nouvelles recommandations pour la prise en charge de l'asthme sous l'égide de la SPLF et avec les pneumopédiatres pour les enfants de plus de 12 ans. Donc les textes sont en accès libre sur le site de la revue des maladies respiratoires. Vous avez un texte court et un texte long. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, le professeur Chantal Harrison de CHU de Bordeaux. Raoul Kama de Mayol, c'est juste pour illustrer ce que tu as dit. L'éducation thérapeutique était vraiment un programme pluridisciplinaire. C'est un travail d'équipe. J'ai reçu en consultation, après sortie d'hospitalisation, une dame, donc pour embrayer sur la conversation, l'entretien. J'ai posé la question, elle essaie de me récapituler son traitement. Il m'a sorti de son sac 2 beaux coffrets de Flixotide, de Céréban, tout neuf. Quelqu'un est passé, pendant qu'elle est hospitalisée, madame, ça c'est votre traitement. C'est juste pour illustrer. Mais c'est clair, moi je vous invite véritablement, si vous êtes intéressé, je ne fais pas de politique. Mais je pense que là, il y a une espèce de tournant. Moi, ce que j'ai constaté depuis 4 ans à La Réunion, c'est qu'il y a une volonté de mapper un peu le territoire. Les budgets, il y en a. Ces budgets, ils sont, à mon sens, pour les réseaux ville-hôpital. Nous, à l'hôpital, on intervient en tant que guide et associé. Et je crois qu'il faut vraiment se dépêcher parce que les échéances sont proches. Pas les présidentielles, quand on se proche. Voilà. Le problème, c'est que je pense qu'il y a comme tu dis tout à l'heure, il y a un manque de concertation entre les uns et les autres. Ça, c'est très important. Donc, si chacun est en train de traiter de l'asthme, qui est une maladie multifactorielle avec tellement de problèmes qu'on ne se concerte pas, alors comment en arriver? Je donne un cas par exemple, tu vas une dame devant toi, tu es en train de traiter un enfant, et il te dit, ben non, mais bon, l'enfant il habite chez moi, mais après 15 jours il est avec son papa. Donc explique-toi comment tu vas expliquer, faire une éducation. Il faut éduquer, le papa est là, et le papa et le maman ne s'entendent pas. Et ça, le cas n'est pas rare de la Réunion, tu comprends? Donc c'est très important quand même d'aller un petit peu vers tous ces facteurs pour pouvoir mieux comprendre, c'est ça une petite difficulté. Merci. Oui. Moi, j'insisterai encore sur l'implication. L'implication de vous, médecins généralistes, auprès de vos patients. Comme tu l'as dit, on fait tous de l'éducation thérapeutique, mais on n'a pas le temps. Il faut que ça soit fait par, on va dire, des professionnels. Et si, vous, à la base, vous n'arrivez pas à impliquer vos patients, ben, ça ne marchera pas. Oui. Merci. Très bien, ben voilà. Merci. Merci beaucoup.